Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de MetaRetex, le 10e, on a enfin atteint les 2 digits. Nouvel épisode donc dans la continuité de la journée. Pour ceux qui étaient là cet après-midi, on a fait une petite game de 40k avec Seb. Et là maintenant, on va repartir dans la théorie. Et le thème pour la journée, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, mais aujourd'hui on va parler de l'Astra Militarum. La marée humaine intarissable de pauvres âmes envoyées au combat avec un fusil qui vaut plus que leur vie, eh ben, on va regarder ce que ça donne d'un point de vue compétitif. Est-ce qu'on est un peu dans l'ADN du truc? Qu'est-ce qu'on peut faire qui fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Et pour ça, aujourd'hui, c'est une personne qu'on n'a pas encore eue sur la chaîne qui va nous rejoindre, c'est Pandéus ou Raphaël. Alors déjà, pour commencer, comment vas-tu? Allô? Et bonjour à tout le monde, ça va très bien, merci de me recevoir. Et voilà. Est-ce que tu Oui, je t'entends. Ça coupait un tout petit peu, mais sinon je t'entends. Ouais, ça a l'air d'aller. Écoute, parfait, alors j'ai l'impression qu'il y avait un... Non, ça a l'air d'aller. Moi, je te propose de te présenter, du coup, d'expliquer depuis quand tu fais des Warhammer, qu'est-ce que tu fais comme armée et ton lien avec le jeu compétitif. Si tu m'entends. Alors, ça fait de nombreuses années que je joue à Warhammer. Ah, attends, juste un petit conseil. Je te conseille. J'ai l'impression qu'il y a un décalage. Oui, il y a un décalage, c'est normal. Coupe le son du stream, parce que le son du stream, il a 5-6 secondes de décalage. Et mets le son de l'appel Discord. Sinon, tu auras un décalage, ça va être insupportable. Alors, je fais ça. Yes. Voilà, c'est tout bon? Ouais. Est-ce que tu m'entends toujours? Ouais, moi je t'entends, mais vraiment, genre, il faut que tu prennes le son depuis la conversation Discord et puis pas depuis le stream. Oui. Ouais. Ok. Parfait. Donc on disait, voilà, je te laisse te présenter, expliquer ton parcours Warhammer, depuis combien de temps tu fais ça, quelle armée et ton lien avec le compétitif. Comme je disais, ça fait de nombreuses années que je joue à Warhammer. J'ai commencé quand j'étais adolescent, jouer de façon casuale jusqu'à vers, je pense, 25 ans à peu près. Et puis arrêté ensuite pendant de nombreuses années. Et puis j'ai repris il y a 7-8 ans, avant de rencontrer le club des Buccaneers, basé sur Lausanne, ce qui m'a mis le pied à l'étrier pour compenser le compétitif. Oui. Je joue beaucoup d'armées différentes, mais en compétitif, je vais surtout jouer l'Astra Militarum dont on va parler ce soir, les Space Marines, les Eldari, un petit peu de Drukhari, et puis j'ai aussi des Zika que j'ai amené quelques fois en compétitif. Ouais, ok, tip top. Donc effectivement, c'est vrai que d'habitude on prend les gens de l'équipe suisse. Toi, t'as pas encore fait de sélection en équipe suisse, c'est juste, hein? Ou bien? Non, j'ambitionne de faire partie de la sélection cette année, mais l'année dernière, j'avais pas pu participer, hélas. Ok, oui. Après, c'est clair que, par contre, en termes d'Astra, je pense que tu fais partie des joueurs qui connaissent le mieux l'armée, parce que c'est clair qu'il y a plus d'armées que de joueurs, on va dire, dans l'équipe, donc du coup, c'était pertinent de t'avoir toi. Du coup, on va passer directement dans le vif du sujet. Donc, comment ça va s'orienter cette petite analyse? Donc, selon la formule actuelle, on va regarder d'abord la règle d'armée, ensuite on va regarder quels sont les 3 détachements les plus intéressants. Pour chacun de ces détachements, voire pour l'ensemble de l'armée, les datasheets fondamentales. Ensuite, on va regarder une liste d'armées par détachement qu'on aura choisi. On va faire la même petite conclusion que d'habitude, mais j'ai rajouté un point spécialement pour cet épisode. Au moment où j'ai commencé à préparer l'épisode, c'était pas encore le cas, mais il y a un nouveau détachement pour l'Astra Militarum qui est sorti il y a quelques jours et il a l'air vraiment prometteur. Donc ça me paraissait pertinent qu'on se penche dessus parce que il va peut-être rebattre les cartes, on va dire. Donc du coup, allons tout de suite sur la règle d'armée et du coup, je te laisse l'expliquer. Tu vas sûrement mieux l'expliquer que moi.
Donc le principe de base de l'Astra Militarum, c'est qu'on va avoir de nombreux officiers dans l'armée qui vont être capables de donner des ordres aux autres troupes de l'armée pour pouvoir leur donner un boost. Les deux choses qui sont importantes à savoir, c'est que il y a en fait deux mots-clés qui sont importants de connaître, escadron et régimental. À savoir, régimental, ça va surtout concerner tout ce qui est infanterie, et escadron, ça va surtout concerner tout ce qui est véhicule. Donc les officiers qui sont escadrons vont donner des ordres aux autres escadrons, et les officiers qui sont régimentales vont pouvoir donner des ordres aux autres unités régimentales. Ok. Les boosts qu'on peut donner, les 6 ordres qu'on est capable de pouvoir donner, tu les as marqués ici. Donc il y a le plus 3 move, le plus 1 à la capacité de tir, le plus 1 à la capacité de combat, le plus 1 attaque à toutes les armes qui ont rapid fire, le plus 1 à la save, et le plus 1 au leadership et à l'objective control. Ce qui est très intéressant, c'est que tous ces boosts, ce sont des boosts sur le datasheet. Ce n'est pas un plus 1 pour toucher, c'est un plus 1 directement à la capacité de tir. Donc ça va pouvoir se cumuler avec un potentiel plus 1 pour toucher, par exemple. Oui, exactement. Donc ça, c'est déjà très intéressant. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une portée pour donner ces ordres qui est nativement de 6 pas. Oui. On va voir qu'il y a des moyens de booster ça pour que ce soit plus efficace. Et puis, l'autre chose, c'est qu'une unité qui est Battle Shock ne peut pas profiter d'un ordre. C'est-à-dire que si elle profitait déjà d'un ordre, elle va le perdre, et elle n'est pas en capacité de recevoir un ordre si on est capable de lui donner un ordre hors phase de commandement. Puisque les ordres, je ne l'ai pas précisé, mais se donnent au début de la phase de commandement. Ok. Donc la chose auquel il faut faire attention, qu'on n'a pas l'habitude, c'est qu'on donne d'abord ses ordres, ensuite on fait les tests de commandement, et du coup on peut perdre les ordres qu'on vient de donner. Donc, en fait, on ne sait pas à l'avance si notre unité va être Battle Shock et en capacité de recevoir des ordres. Donc des fois, ça arrive qu'on donne des ordres un peu dans le vide. Ok, d'accord, ouais. Donc ça, c'est le principe de base de l'armée. On va donc intégrer un certain nombre d'officiers qui vont être là en support pour les autres troupes de l'armée. Ok, tip top. Alors, je pense que ça va bien. Ensuite, on en verra l'application justement via les détachements. Donc, on va regarder ces détachements. Je demande généralement de les placer dans un ordre du 3e au 1er. Est-ce que pour toi, c'était plutôt serré? Est-ce qu'il y a un net gagnant? Ou est-ce qu'il y a un peu tout qui est jouable? Comment ça se passe pour le codex Astra à ce niveau-là? Alors, il y a un détachement qui est très représenté. J'ai mis en première position qui est le Combined Arms. Oui. Vraiment, qui est surreprésenté à 89% dans les listes qui font des résultats dans les tournois. Il y a le Hammer of the Emperor, qui est là en outsider, que j'ai classé en 2e, on verra. Et il y a le détachement Recon, qui est un peu un détachement surprise, on va dire, qui a été emmené par exemple par l'équipe française WTC, et puis qui a gagné le Las Vegas Open dernièrement, donc qui est capable de faire des résultats, mais qui est pas très joué. Qui est pas très joué parce que c'est pas facile, et puis qu'il faut une collection qui est un petit peu particulière. C'est beaucoup d'infanterie, enfin c'est que de l'infanterie pour tout dire. Ok, donc du coup ça répond déjà pour la 3e position, donc on est sur un gameplay full infanterie. Qu'est-ce qu'il va aller chercher comme outil qui va le rendre compétitif dans ce gameplay d'infanterie? Alors ça va être une armée de hordes. Donc on va jouer énormément de packs de lignes qui vont avoir de l'OC, qui vont pas être chers, qui vont prendre la table, qui vont pouvoir deny le primaire et de toute évidence eux en marquer, et bénéficier de la règle de détachement qui va leur permettre d'être beaucoup plus tanky que normalement. À savoir qu'ils ont le bénéfice du couvert, et tout le temps, et que si ils étaient déjà en capacité de recevoir ce couvert, à la place, ils vont recevoir, enfin en bonus en plus, ils vont recevoir un plus 1 d'armure. Ouais, donc plus 2 entre guillemets. Donc ça leur donne la capacité de passer à... Ils ont 5 plus la plupart des lignes, vont pouvoir passer à 4 plus grâce à ce bonus. On a vu qu'il y avait un ordre qui permettait de donner encore un plus 1 d'armure, donc ils vont pouvoir passer à 3+, et bénéficier du cover. Ok.
Alors Donc là, ça va donner des petits bonhommes 3 d'endurance 1 PV qui sont quand même relativement difficiles à sortir. Et en plus, il y a quelques stratagèmes qui vont encore rendre plus difficile le trade sur ces packs. mhm. Ok, ouais. Donc on sera vraiment sur une marée intuable à ce niveau-là. Alors ils vont tomber, Oui, ils vont oui. tomber, ça reste quand même des petits bonhommes en sauvegarde 3+, hein. Mais c'est surprenant quand on fait les mathématiques, le volume de tir qu'il faut être capable de sortir pour arriver à raser 20 bodies comme ça, Ok. qui paraissent pourtant assez faciles à buter. Ok. Alors, ça va pour moi. On regardera après quel datasheet exactement après. Sinon, donc, quand tu nous disais à la deuxième place le Hammer of the Emperor, qu'est-ce qu'il apporte celui-là? Alors celui-ci, il va beaucoup plus être basé sur tout ce qui est véhicule. Oui. Donc la plupart des bonus vont être dirigés sur les véhicules. De base, il va permettre en fait à l'armée, enfin, aux unités squadron, donc les véhicules, Oui. de faire des advances automatiques de 6. Ah oui. Et c'est un peu particulier, mais quand ils font des advances, ils ont le droit de rentrer dans la zone d'engagement d'une figurine ennemie tant qu'ils finissent leur mouvement en dehors de cette zone d'engagement. Ok, ouais. Donc ça leur permet d'être un petit peu moins facilement screené. Même D'accord. si l'adversaire, le sachant, il va screener mieux, puis bon, ça sert pas souvent. Ce qui est intéressant avec les Hammer of the Emperor, ça va être le pack de stratagèmes. Ce qui va avoir déjà un stratagème qui va permettre de tirer même si on a advance. Donc là déjà on va avoir une belle projection avec nos véhicules. Qui ont la plupart 10 de mouvement de base, plus 6 avec l'advance automatique de 6. On peut leur donner un ordre de plus 3 moves. Donc on se retrouve avec des véhicules qui se projettent à 19. Ils seront quand même en capacité de tirer, donc ça peut aller chercher assez facilement des unités qui sont cachées à gauche à droite. Mhm. On a aussi la capacité de pouvoir traverser les murs avec nos véhicules. Ça, c'est quand même très appréciable. Pas toujours facile de manœuvrer sur des maps WTC qui sont quand même assez chargées. Et puis, un des autres stratagèmes qui est intéressant, ça va être le désengage-tir. Qui est une très belle arme pour l'Astra Militarum. C'est souvent un des points faibles de cette armée-là. Ah, ces gros Dès qu'on se chars fait couper, qui sont coincés. l'enfer. Ouais. Voilà. Ok, tip top. Bah du coup, on peut aller gentiment sur le premier pic. Tu nous disais Combine Arms. Qu'est-ce qui fait qu'il est au-dessus comme ça des deux autres? Ça va être sa règle de détachement qui est quand même très pratique. Savoir que ça va permettre à l'infanterie qui tire sur de l'infanterie d'avoir le létalite. Et puis, c'est un peu plus subtil que ça. C'est quand du régiment tire sur autre chose que sur des monstres des véhicules, ils ont le létalite. Et quand des squadrons, donc les véhicules, tirent sur des monstres et des véhicules, ils ont le létalite. Oui. Donc ça va permettre un petit peu de fiabiliser toute notre armée. On verra que c'est quand même assez difficile de fiabiliser les jets d'attaque de l'Astra Militarum. On touche souvent un 4, on arrive à avoir un bonus de plus 1 pour toucher 3+, mais on a peu de reroll. Le létalite est quand même bienvenu justement pour un peu fiabiliser tout ça. Mhm. Et puis derrière, il y a un stratagème clé qui est le reinforcement qui va permettre de faire revivre une unité de régiment. Donc ça c'est quand même très pratique, ça permet d'envoyer une unité de casseur-kin au casse-pipe, de la faire revivre et de ravoir son point de plus de casseur-kin qu'on va pouvoir remettre sur le terrain. Certains aiment bien aussi le faire avec des gros packs de cavaliers, parce qu'ils ont le trait régiment, donc on peut faire revivre un gros pack de cavaliers, c'est quand même sympa aussi. Le point faible du détachement, c'est que le reste des stratagèmes est intéressant, mais c'est pas les meilleurs. Il y a 2-3 petites choses pour ajouter un petit peu de PA, jouer un petit peu sur les ordres.
Mais c'est là que le détachement pêche un petit peu, c'est sur le reste de ses stratagèmes. Ok, ça marche. On peut passer sur les datasheets pour toi? Oui, je pense qu'on a fait le tour, puis de toute façon on reviendra un peu en détail en représentant les datasheets, puis les listes d'armées. Alors, faisons ça. Du coup, les datasheets, donc, moi, je les répartis tout le temps par détachement, mais toi, tu m'expliquais qu'en gros, il y a quand même beaucoup de datasheets qui sont compatibles pour un peu tous les détachements. Oui. On verra qu'il y a quelques entrées clés qu'on va retrouver dans quasiment toutes les armées, mais ensuite, c'est facilement possible de faire sa petite sauce et d'avoir 200, 300 points de l'armée qu'on peut switch selon nos envies, en fait. Est-ce qu'on a envie de faire un petit peu, ce qu'on a envie d'aller chercher peut-être si on joue en équipe, ou on veut essayer de contre si on joue en solo. Donc en effet, il y a pas tellement comme certains codex, on va jouer spécifiquement des datasheets dans certains détachements. Là, c'est moins le cas. Ok, alors on va démarrer tout de suite avec les datasheets Recon. Donc, en premier, tu as mis les Katachan Jungle Fighter. Donc, qu'est-ce qui va les rendre intéressants? Alors, les Katachan Jungle Fighter, donc c'est une unité de ligne qui va avoir 2 dossés. C'est des unités de 10 bonhommes. Et ce pourquoi on les rend, c'est quasiment que pour leur mouvement de scout, qui va permettre d'être les premières unités qu'on va aller engager sur le terrain pour faire les premières prises d'objectifs, les premiers secondaires, voire faire les premiers screens suivant contre qui on joue. Ils ont en plus, ils sont sympas, ils ont quand même 2 lance-flammes. Suivant contre qui on joue, ça peut être assez intéressant, ça peut faire certains Overwatch d'opportunité, mais enfin c'est surtout juste pour leur présence sur le terrain et le move scout de 6 qui sont intéressants. Ok, très bien. Alors, on peut passer sur les suivants. Donc là, on est sur un gros pack qui serait composé de Cadian avec la Command Squad et le Castellan. Qu'est-ce que ça apporte? Alors là, on est toujours dans cette logique de mettre beaucoup de bonhommes sur la map. Ce qui est intéressant, c'est que déjà les Katachans, pour les présenter, enfin les Cadians, désolé, pour les présenter, la ligne Cadian a le sticky objectif, donc ça c'est toujours intéressant. Et les squads de commandement Cadian, qu'on va pouvoir mettre dans les Cadians, vont leur donner le bénéfice du couvert quand ils contrôlent un objectif. Et ça, on a envie avec l'armée de Recon. Ça va nous permettre de pouvoir avoir le bénéfice du couvert très facilement, quelle que soit la géométrie de la map. Dès qu'on est sur l'objectif, on a le bénéfice du couvert et on va pouvoir bénéficier du coup de notre règle d'armée en fait. Et puis, ces 20 bonhommes-là, ça a beau être que des petits humains avec juste un fusil laser et puis une capacité de tir de 4, ils ont quand même quelques armes spéciales, un fusil plasma, un fuseur qu'on va pouvoir intégrer dans le pack. Et le Cadien va leur permettre de donner un tout petit peu plus de punch à l'unité quand ils vont tirer. Et en plus, va leur donner le désengagement et tir. Ah oui. Et les packs de 20, c'est quand même pas si facile que ça à tomber quand on les charge. Donc ça permet de pouvoir un petit peu se redonner de l'air en fait. On se fait charger par des unités qui manquent un tout petit peu de nombre d'attaques qui vont pas arriver à tomber pour le pack. Et puis surtout que forcément tu vas retirer toutes les armes de basse qualité et te retrouver avec un pack où il y aura plus que les bonnes armes, donc tu perds moins d'attrition que s'ils avaient tous la même arme. Exactement, on est bien d'accord. Très bien. Alors on va passer au suivant. Les scouts sentinelles, qu'est-ce que ça apporte? Alors, les scouts sentinelles, ça fait partie de ces unités qu'on va pouvoir rentrer dans quasiment toutes nos listes d'armées, quel que soit le détachement qu'on joue. C'est un petit body à 2 dossés qui est quand même assez tanky. La sentinelle, si je dis pas de bêtises, c'est une endurance à 7 pour 7 PV en sauvegarde à 3+. Donc c'est pas rien à sortir. Et ça a une petite arme lourde. On va souvent lui mettre un canon laser, par exemple. C'est un tir d'opportunité, c'est toujours ça. Il a un petit missile tracker. Et surtout, il a un move scout de 9. Donc ça fait une autre unité qu'on va pouvoir aller engager assez facilement. Et puis, c'est une des seules entrées hors détachement qui donnerait des bonus, qui nous donne une relance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir cibler une unité avec notre scout sentinelle
pour donner la reroll des 1 au reste de notre armée. Ok. Donc ça, c'est intéressant. C'est un petit peu difficile de la faire survivre, parce que c'est une unité qui a 18 de la Scout Sentinelle qu'on va booster, et il faut la voir, cette unité-là, donc souvent, elle va mourir derrière. Mais s'il arrive à avancer, faire un petit titre d'opportunité, obliger un trade, ou faire une action, et en plus donner un bonus pour le reste de l'armée, ça reste intéressant. Ok. Alors effectivement, on va passer du coup sur l'entrée suivante. Donc de nouveau de la ligne, vu qu'on est sur le détachement des lignes, les Descorp. Alors qu'est-ce qui fait leur sauce à eux, aux Descorp? Oui, alors, je vais profiter de faire un petit peu là, présenter toutes les lignes qu'on va pouvoir jouer. Oui. Maintenant, on a Astra Militarum, on a les 3 lignes qu'on a vues, les Catachans, les Cadians et les Death Corps Kree qu'on voit ici. Eux, ils vont être un petit peu plus résistants, et on va avoir un petit bonus sur la létalité. C'est-à-dire que quand ils vont perdre des bonhommes, quand ils vont être en dessous de leur effectif total, hein, ils vont avoir un +1 pour toucher. Quand ils vont être en dessous du demi-effectif, ils vont avoir un +1 pour blesser. Comme tu le disais avant, forcément, on fait tomber les petits fusils laser en premier. Donc, quand il nous reste nos 4-5 bonhommes, puis qu'on a le full bonus, bah, c'est les armes spéciales. Donc ils vont pouvoir faire une première salve qui est intéressante avant de mourir. Et pourquoi ils sont résistants? Parce qu'ils vont avoir un petit medipack qui va leur permettre de faire revivre des bonhommes. Et ça, pour ceux qui font du compétitif, on sait que faire revivre des bonhommes, ça permet des tricks qui sont quand même assez intéressants. Ok, alors effectivement, c'est en plus, bah oui, c'est typiquement l'unité qui va avoir le fameux plus un BS, plus un tweet, ce qui fait qu'on peut arriver sur du 2+. Voilà. Si on leur donne les ordres qui vont bien, en effet. Oui. Et donc ensuite, tu as mis les Attilan Ross Riders, donc la cavalerie avec le style un peu mongol comme ça. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent un peu de contre-cac, en fait, parce que là où on est pauvre en Astra Militarum, c'est pour faire du corps à corps. On va jamais arriver à régater avec des armées qui ont des vraies unités de corps à corps, mais on verra qu'on a quand même 2 entrées qui nous permettent un tout petit peu d'aller quand même mettre quelques baffes pour se prémunir des unités qui viennent trop proches. Les Attilan Rough Riders en font partie. Eux, ils bougent relativement vite. C'est des chips, hein, ça a une sauvegarde de 4+, si je ne m'abuse, 4 d'endurance, 2 PV. Donc ça va pas survivre bien longtemps. Par contre, ça a quand même du punch au corps à corps. Leurs armes permettent quand même d'aller sortir des unités intermédiaires assez facilement. Si on leur donne encore un petit ordre pour avoir le +1 pour toucher, ils restent quand même relativement fiables. Ce sont des socles assez gros, donc ça permet de screen, de prendre de la place pour pas bien cher. Donc ils sont quand même assez intéressants. Ils ont une petite règle qui leur permet de désengage charge, si je ne m'abuse. J'avoue qu'on n'a pas souvent l'occasion d'utiliser parce que ça fait pas de phase de corps à corps. Voilà, exactement. C'est ça, ils peuvent shoot en charge après avoir fait un fallback. Ok, ouais, ok. Mais ça permet quand même de maintenir un peu en respect des unités qui se diraient, mais de toute façon, t'as rien pour venir me charger. Si, on a quand même ça. C'est pas les meilleurs, mais ça peut faire le taf. Et puis note même, si par hasard tu fais une charge et que miraculeusement il y en a un qui est toujours en vie, le fait d'avoir fallback shoot charge, ça te permettrait de peut-être aller cliquer un char qui fait pas de corps à corps, et ça peut être super pénible sur un seul gars qui aurait dû être mort, quoi. Ah, on est d'accord, ils peuvent faire des miracles. Ils peuvent faire des miracles. Mais faut pas se leurrer, hein. Dès qu'on les sort, ils ont tendance à tiboiser derrière. Oui. Ok. Alors, donc là, on est passé un petit peu sur la petite troupaille, voire éventuellement cavalerie et scout. Maintenant, on va regarder les datasheets que tu m'as donnés pour le Hammer of the Emperor. Donc là, on va plutôt être sur les trucs bien blindés. Et logiquement, la première entrée que tu m'as donnée pour eux, c'est le Rogaldorn. Donc, que ce soit le commandeur ou tout simplement l'entrée standard du Rogaldorn. Alors, pourquoi le Rogaldorn ? Alors, c'est donc une nouvelle entrée, là, je sais pas, ça fait quoi, une année, je crois qu'il est sorti, quelque chose comme ça. Rogaldorn. C'est une super plateforme de tir, hein. Il a de nombreuses armes qu'on va pouvoir lui équiper, et il a le bon goût d'être assez tanky. C'est comme un véhicule à 12 d'endurance, en 2+, à 18 PV,
donc il va être quand même relativement difficile à sortir. On va pouvoir l'équiper avec des armes qui sont en flat 3 dégâts. C'est pas évident à trouver les armes flat 3 en Astra Militarum, donc c'est quand même appréciable d'avoir ce genre d'équipement. Et puis, donc comme on disait, il y a la version qui va permettre de donner des ordres. Et ça, il n'y en a pas beaucoup d'unités qui peuvent donner des ordres aux autres squadrons, donc aux autres chars. Donc le Rogaldorn, ça peut être une unité intéressante justement. Et le Rogaldorn, donc le Battle Tank, celui de base, il a une petite règle qui va lui permettre de blonk un dommage une fois par partie. Ça lui rajoute un peu de finesse. La règle est mal écrite, il faut le faire avant la sauvegarde. C'est pourquoi ils l'ont pas écrite, mais c'est pas comme les autres. Ouais, c'est une ancienne tournure. Ok. Enfin, ça reste quand même intéressant. On se prend des tirs de canon laser. Bon ben, il y en a un qu'on va mettre de côté. C'est toujours ça. Et puis la version Commander justement va avoir une reroll pour touche blesse dégâts, donc ça c'est aussi très intéressant, ça va permettre de fiabiliser. Comme je disais, on n'a pas beaucoup de fiabilisateurs en Astra Militarum, donc même si c'est qu'un seul dé, on apprécie de pouvoir quand même relancer une touche, une blesse ou un dégât. Le problème de ce genre de tank, c'est qu'ils sont quand même assez massifs, ils sont pas évidents à manœuvrer. On va en rentrer même hors détachement Armor of the Emperor, parce que ça reste quand même beaucoup de tirs très intéressants. Mais en Armor of the Emperor, on va avoir ces stratagèmes qui vont permettre de traverser les murs, qui vont nous permettre de faire des advances. Et donc du coup, ils vont être beaucoup plus faciles à manœuvrer. Ouais. Ok, ça marche, tip top. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le deuxième qui reste un petit peu dans le même thème. Donc le Léman russe. Également, pareil, hein, que ce soit sa version en tant que commandeur ou standard, aussi, il a plusieurs sous-versions. C'est une grande famille, les Léman russes. Oui, et qui est là depuis bien longtemps. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, ça reste un petit peu... C'est le Rogaldorn du pauvre. C'est aussi un beau tankiness. C'est quand même des chars qui ont 13 PV pour une endurance à 11, avec toujours une save à 2. L'endurance à 11... C'est un petit peu le cul de chaise, ça va pas passer beaucoup de paliers, mais quand même, il y a quand même pas mal d'armes à force 10 qui vont être embêtées contre les Léman russes. C'est le même principe que pour le Rogaldorn. La version Commander va permettre de donner des ordres. Ça, on apprécie parce qu'il n'y en a pas des tonnes. Les chars ont la particularité, les donneurs d'ordre, Squadron, je ne l'ai pas précisé, mais ont la particularité de donner leurs ordres dans un rayon de 12. Ils vont un peu plus loin, ils donnent leurs ordres un petit peu plus loin, là où les officiers infanterie les donnent à 6. La version Commander va avoir un double intérêt en plus de donner les ordres, c'est qu'elle a une règle qui lui dit que quand le modèle va être détruit, avant de le retirer, on va lancer un dé, et sur un 2+, on va pouvoir le faire tirer une dernière fois avant de retirer la figurine. C'est un tir qui est pas anecdotique, c'est quand même un Léman russe qui va tirer, et qui va tirer hors séquençage habituel. Donc ça va permettre d'aller chercher d'autres choses qui seraient montrées, parce qu'on n'est pas obligé de tirer sur ce qui nous a tués. Ah ok, ouais. Il n'y a pas de limite de portée ou comme ça? Non. Ok, ouais. Bon, c'est pas mal. En plus, on est considéré comme ayant tous nos PV, donc on n'a pas sous malus, et c'est avant de retirer la figurine. Donc on a nos ordres. Ah ouais, ok. Oh, c'est vraiment pas mal ça. Faut pas faire un, mais... Ça, c'est le seul petit détail, ouais. Mais somme toute, c'est quand même intéressant. Le Léman russe Commander, on verra que tous les Léman russes qu'on va citer par la suite ont une tourelle spécifique qui vient avec le Léman russe. Le Léman russe Commander, lui, il choisit la tourelle qu'il a envie de mettre. Donc ça aussi, c'est plutôt chouette. Ok, ouais, parce que... Ouais, je disais, ouais, parce que pour les versions de Léman russe, qu'est-ce qu'on va retrouver en gros? Alors, il y en a une tripotée, là, si je les compte vite dans fait, les plus intéressantes. De différents. Mais dans ceux qu'on va beaucoup retrouver, va y avoir le Demolisher, qui a été trop joué, donc qui maintenant coûte quand même un peu cher. En fait, il va avoir un gros canon, comme les Vindy de Space Marine,
Oui. Qui tire ma foi K24, mais qui fait quand même un D6 plus un tir, force 14, et à moins 3 pour dégâts D6. C'est Ouais. un petit peu casino, mais ça fait quand même relativement mal. En plus, ça a une PA de moins 3. L'Astra, on est content d'avoir des hautes PA ou d'avoir des bonus à la PA parce que nos armes sont un petit peu limites à ce niveau-là. On va pas souvent trouver de la PA moins 4, la PA moins 3, on n'en a pas énormément. Ouais. Donc ça fait toujours plaisir. En plus, il a le bon goût d'avoir une règle intéressante, à savoir qu'il peut quand même tirer avec ses armes blast au corps à corps ou sans malus. Oui, donc, comme le Vindy en fait. voilà, exactement. C'est la version Vindy pour l'Astra Militarum. Celui-ci il est plutôt chouette. Hein. Ouais. Un autre qui est relativement beaucoup joué, ça va être celui qui permet de rajouter justement de la PA, l'exterminator. Ouais. Donc lui, il a un canon qui est pas qui peut faire un peu peur parce qu'il est que force 9. Ok. Mais il est tout limite. Ok, ouais. Donc en fait, c'est comme s'il était force 10. Enfin, il va blesser à 4+, l'équivalent de 4+, entre guillemets. Oui. Toutes les endurances à 10 ou plus en stat. Donc c'est pas si mal en fait. Étonnamment, c'est pas si mal. Il a 4 tirs, mais qui va pouvoir doubler parce qu'il est rapid fire, donc il a une portée de 48, donc on arrive souvent à profiter de notre rapid fire. Hein. Le problème, c'est que c'est de la PA -1 pour du dégât 3. Donc si on n'arrive pas à booster sa PA, et puis qu'en face il y a un petit cover, bon bah ça va quand même bien sauver. La règle qui est intéressante, c'est qu'une fois qu'on aura shooté avec son gros canon sur une unité, ben on va booster toutes les autres unités qui vont tirer sur la cible, et on va leur donner un bonus de +1 à la pénétration d'armure. Oui. Donc justement, vu qu'on est un petit peu faible en pénétration d'armure, c'est intéressant de pouvoir donner ce bonus au reste de l'armée. Yes, ok. Et sinon... On a encore un qu'on voit... il n'y a pas beaucoup, qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est le Vanquisher. Vu qu'il n'est pas beaucoup joué, il est pas cher. Donc ça permet d'avoir quand même une jolie figurine qui va être difficile à sortir, qui est assez tanky, qui a 3 dossés, donc qui va falloir quand même respecter. Le gros canon est relativement médiocre, je trouve. En fait, c'est l'équivalent de ces gros tirs anti-char. C'est un tir en force 18 pour PA -4, D6 +6. Ok, ouais. Voilà, un petit peu de chance, c'est le bonheur. Tu sors un véhicule avec un seul tir. Si t'as pas de bol toute la partie, tu t'arrives pas à toucher et puis il se passe rien du tout. Effectivement, il a quand même un petit bonus pour l'aider. Il va reroll les wound roll sur les monstres et les véhicules. Ouais. Ou moins, si on arrive à passer l'étape de toucher, on va avoir de fortes chances de blesser avec force 18. Si c'est un rhino ou un transport light, comme ça à 9 d'endurance, on va le blesser à 2+, en reroll, normalement ça passe bien. Après, tous les Lehman russes ont des armes de sponsor autour, un canon laser de face, 2 armes lourdes sur le côté qu'on va pouvoir un petit peu customiser. Donc, le Vanquisher les a aussi. Donc c'est quand même, quand on paye un Vanquisher, on paye aussi les 3 autres armes lourdes, donc c'est quand même intéressant. Ok, je pense qu'on a fait un peu le tour du Lehman russe, sauf s'il reste une variante qui est particulièrement pertinente. Non, les autres, on les voit relativement peu. On les voit moins. Ça peut se jouer, hein, mais c'est particulier. Ok, ça marche, pas de souci. Donc là, on a fait 2 gros chars. Donc, on enchaîne sur le petit personnage qui va avec, le Tech Priest. Oui, ça, on va souvent le trouver au Hammer of the Emperor parce qu'on va avoir beaucoup de véhicules qu'on va vouloir projeter en avant parce qu'on a de l'advance et on a de l'advance shoot. Le problème, c'est que derrière, on aura peut-être la peine à se donner le couvert. Ça va être plus difficile de les faire survivre. Ils vont pouvoir se faire tirer par la terre entière. Donc on a les petits Tech Priests pour les faire survivre. Ils vont pouvoir guérir les véhicules, mais surtout leur donner une invulnérable à 4+. Et ça, quand même, ça aide bien quand on va se retrouver à se faire tirer à grands coups de canon laser par toute la table. Ça leur permet de donner une belle tankiness supplémentaire.
ils ont le bon goût d'être loan-up s'ils sont proches d'un véhicule. Donc ça Oui. permet aussi peut-être de pouvoir mettre le pied sur un objet sans être trop facilement atteignable par les tirs adverses. Donc ça c'est quand même chouette. Il coûte pas si cher que ça pour 45 points. Ah, c'est pas grand-chose. Ouais. Et on en voit souvent un ou deux dans les listes Hammer of the Emperor. Ça peut jouer dans d'autres listes, hein, mais vu qu'on a moins de véhicules et qui vont peut-être moins agressifs, ça a moins de sens. Mhm. Ok, donc un rôle quand même assez convenu, assez évident pour le Tech Priest. Et ensuite, toujours dans les chars, on a le Hellhound. Alors, Oui, ça c'est un char lance-flamme. Oui. Donc ça fait toujours plaisir. Il va aussi participer à pouvoir un petit peu booster notre pénétration d'armure en fait. Une fois qu'il aura terminé de tirer, il va pouvoir élire une de ses cibles et il va enlever le bénéfice du cover pour tout le reste de l'armée qu'on tirera sur cette cible. Ouais. Donc rien que pour ça, il peut être intéressant. À savoir que ça peut être, dans le cadre de cette règle-là, intéressant de lui mettre un bolter lourd, même si il a plutôt envie de faire des tirs de lance-flamme. Le bolter lourd va permettre de pouvoir tirer relativement loin et de donner son bonus à distance en fait. Oui. Là où son gros canon, qui a un lance-flamme qui tire à 18, si je dis pas de bêtises, Oui. Il va devoir se rapprocher pour pouvoir donner le bonus. Et du coup, il risque d'être un petit peu one-shot. Le Hellhound va s'avancer, va tirer, donner le bonus, mais il va être plus facilement atteignable par le reste de l'armée adverse. Et il risque pas de passer le tour suivant. Parce que le bolter lourd, il va à la place du multimelta, pas à la place du lance-flamme, ou bien? Non, exactement. En fait, la tourelle, il y a plusieurs versions Oui. du véhicule. Hellhound, c'est la version lance-flamme. Il y a d'autres versions en lance-flamme anti-infanterie ou en gros multimelta. C'est surtout la version Hellhound en lance-flamme qui est jouée. Et ils ont aussi une petite arme, pas de sponsor, mais de face, là, qu'on peut aussi interchanger. La plupart des joueurs se disent, ah bah tiens, vu que c'est un lance-flamme en tourelle, bah, je vais aussi lui mettre un lance-flamme lourd devant. Parce que je vais m'avancer, je vais pouvoir bénéficier de mon lance-flamme lourd. C'est pas inintéressant. Mais si on met un bolter lourd, on va pouvoir bénéficier plus facilement en fait, de notre règle d'enlever le couvert, tout en restant quand même planqué derrière. Donc ça permet de donner un petit peu plus de survivabilité à son Hellhound. Ok. Autre point intéressant, Oui. c'est un char M2+. On verra que tous les autres petits chars de ce format-là, où une sauvegarde à 3, le Hellhound il a 2+. C'est toujours chouette. Ok, ça je savais pas. Le Hellhound, il a pas de capacité de transport, ou bien, c'est juste? Non, justement pas. Ouais. C'est un châssis chimère qu'on verra plus tard peut transporter, mais il n'y a pas de capacité de transport. Ouais. Derrière, c'est l'essence pour le lance-flamme. Oui. On voit le gros tube. Ça marche. Exactement. Alors, va bien pour le Hellhound. Et du coup, en dernière entrée, tu avais proposé... Donc là, encore une fois, on sort un peu du thème des chars, qui sera adaptable dans d'autres listes. Les Gaunt's Ghost. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces petits vétérans? Ça va être une unité d'appui pour le scoring. C'est 6 petits bonhommes qui sont un peu embêtants à lire parce qu'ils sont tous différents. Ils ont tous une arme différente pour le tir, souvent une arme de corps à corps différente. Mais ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils vont avoir la capacité, à la fin du tour adverse, de pouvoir repartir et de se remettre sur le terrain comme s'ils faisaient une frappe en profondeur. C'est pas une frappe en profondeur, mais le texte de l'habilité dit on l'enlève et ensuite on peut la set-up sur le terrain où on veut. Ok. Donc c'est un équivalent de frappe en profondeur. C'est un petit peu comme la Calidus, l'assassin. Exactement. On peut repartir et revenir, ou comme les scouts, Space Marine. Oui. Rien que pour ça, c'est plutôt chouette. Ces 6 bonhommes, c'est un petit peu plus facile à screen, mais quand même. Ils sont donneurs d'ordre. Donc, j'ai pas spécifié ça au moment où j'ai expliqué la règle des ordres, mais les ordres peuvent se donner au moment où on arrive des FEP ou au moment où on sort d'un véhicule. Si on a un donneur d'ordre qui est dans un véhicule, il peut pas donner son ordre à la phase de commandement, dommage, mais au moment où il va sortir du véhicule, il va pouvoir donner son ordre.
La même chose pour les donneurs d'ordre, si on les fait venir des frappes en profondeur, bah, vu qu'ils étaient hors de la table au moment où ils donnaient les ordres, ils vont arriver sur la table, ils vont pouvoir donner leur ordre. Et vu qu'ils sont capables de donner des ordres, ça peut être intéressant de pouvoir aller donner des ordres à des unités qui sont peut-être un petit peu plus loin. Ils sont non opérative, donc ça c'est toujours aussi chouette. Ils ont le fight first, c'est sympa dans les combats d'unités tech. Ça peut faire la différence. Si c'est des scouts Space Marine qui les chargent, ils vont avoir une chance de mieux tanker grâce à ça. Et c'est quand même des figurines avec 2 PV. Ah, Donc ça tient un minimum. ok. D'accord, ok. Alors, ça joue pour moi. Du coup, pour les dernières datasheets, que tu as classé en Combined Arm, on va regarder ça tout de suite. Donc, on va retrouver un combo, entre guillemets, qu'on a déjà vu, de jouer des infanteries embarquées. Donc là, le pack de Kazerkin embarqué soit en Chimera ou en Taurox. Alors, qu'est-ce qu'ils apportent, eux? En effet, ça c'est le classique qui se voit dans plusieurs armées, d'aller mettre des figurines qui ont le scout move dans un véhicule et qui vont donc donner ce mouvement de scout à ce véhicule. Ça va permettre de projeter des véhicules qui sont quand même assez endurants plus loin sur la table. Les Kasserkin, eux, c'est des unités élite infanterie. Donc ils vont toucher mieux, ils touchent à 3+, ils ont un meilleur équipement, plus d'armes spéciales qu'on va pouvoir leur équiper, et une meilleure sauvegarde d'armure, une sauvegarde à 4. Ils sont relativement indépendants parce qu'ils ont une règle qui leur permet de se donner un ordre au début de n'importe quelle phase, sur une fois par battle round. Donc ils vont pouvoir se sortir un petit peu des auras des autres donneurs d'ordre et quand même se booster eux-mêmes. Et puis, ils ont aussi une petite Meltamine qui est intéressante, qui vont pouvoir faire exploser au début d'une phase dans un rayon de 3. On va lancer un dé, et sur un 2+, ça va coller des mortels, et c'est un peu plus efficace contre les véhicules. Donc c'est des unités qu'on va souvent envoyer au casse-pipe, qui vont se projeter avec leur véhicule, qui vont ensuite sortir du véhicule, arriver devant quelque chose, lancer des grenades, tirer. S'ils sont pas à portée, charger un truc, faire la mine, et ils auront fait beaucoup de dégâts. Ils auront peut-être englué encore quelque chose. Et puis, il va quand même falloir pas mettre quelques tirs de bolter pour les sortir. C'est quand même 10 figurines avec une endurance, une sauvegarde à 4+. Faut quand même s'y intéresser un tout petit peu sérieusement. Donc ils sont franchement sympas, on les voit dans quasiment toutes les listes. Ouais, ok. Ouais, et puis surtout qu'en plus en Combine Arm, tu pourras les reprendre là spécifiquement en Combine Exact. Arm et du coup regagner 110 points. Ça marche. Hop là j'ai un petit coup de molette. Pour la suivante, donc tu m'avais proposé donc un peu n'importe quelle ligne avec une command squad et Leontus particulièrement. Donc qu'est-ce que ça apporte par rapport à d'autres configurations? Alors ça va permettre d'expliquer un petit peu le fonctionnement des command squads. Donc il y a 3 types de lignes, les Cadians, les Death Corps of Krieg et les Katachans. Chacune de ces lignes ont une command squad qui leur est attribuée qu'on va pouvoir intégrer à l'unité. Et cette command squad, qui a un personnage à l'intérieur, peut se cumuler avec un autre personnage. On peut leader donc une ligne avec 2 persos. La command squad plus une autre. L'avantage de la command squad, déjà, c'est qu'il y a un personnage qui donne des ordres, et que tous les officiers qui sont dans l'unité où il y a la command squad vont pouvoir donner leurs ordres dans un rayon de 24. C'est un petit équipement qu'on va pouvoir mettre sur un des bonhommes de la command squad. Je crois que c'est un Master Vox, si je dis pas de bêtises, qui va permettre d'aller chercher donner des ordres dans un rayon de 24, ce qui est déjà quand même beaucoup mieux que les rayons de 6 de base. Donc, déjà, un donneur d'ordre, une command squad et une ligne, c'est déjà quelque chose qu'il faut mettre dans quasiment toutes les armées en Astra Militarum. Ça va permettre de donner beaucoup d'ordres et être très loin. Avec Leontus, c'est encore plus intéressant, parce que Leontus, c'est le gros personnage nommé de l'Astra Militarum, qui a le droit de donner
3 ordres, donc il va pouvoir donner 3 ordres dans un rayon de 24, qui est capable de les donner au régiment comme au squadron. Donc ça permet, si on veut, de pouvoir ne pas jouer de Rogaldorn Commander ou de Leman-Russ Commander, ou alors d'avoir une autre source pour donner des ordres à ses chars. Il peut les donner aussi aux Titans, au Titanic, donc au Baneblade et compagnie. J'ai pas abordé dans les datasheets parce que ça n'est pas joué en compétitif, mais pour ceux qui ont envie de jouer des Baneblade, Leontus peut donner des ordres au gros Titanic. Il a perdu la capacité de donner ses ordres aux Abumains, donc aux Ratling, aux Ogres. Voilà, ça c'est dommage. Après, Leontus, pour continuer à le présenter, va aussi donner un CP supplémentaire. Donc ça, c'est très intéressant. Et donner un petit redéploy. Il est juste maintenant un peu cher. On le voit quasiment plus dans les listes, parce qu'il est devenu tellement cher qu'il faut il faudrait le rentabiliser en létalité, en fait. On peut plus se permettre de payer, je crois, 140 points la figurine, pour juste avoir un totem derrière qui va rien faire. Ça fait un peu cher. Ouais. Et il est pas si bon que ça, une fois qu'il a 2 tirs de pistolet, force 8, moins 2-2, je crois 6 attaques, moins 2-2 aussi au corps à corps. C'est pas suffisant. Ok, d'accord. Voilà. Il reste jouable si on a le budget, et la construction d'unités est valable. On peut enlever Leontus et mettre n'importe quel donneur d'ordre. Ça marchera. On sera capable de donner beaucoup d'ordres dans un rayon de 24. Ok, tip top. Alors, passons sur le suivant. Toujours dans les patrons, Ursula Creed. Oui, ça c'est un autre perso nommé qu'on va assez souvent retrouver dans les listes. C'est une donneuse d'ordre pour les régiments. Elle donne 3 ordres de mémoire, donc c'est plutôt bien. Elle a la capacité de réduire le coût d'un stratagème une fois par round. C'est surtout pour cette capacité-là qu'on va la prendre. Ça va permettre de pouvoir lancer encore plus de stratagèmes. Si en plus on a encore Leontus derrière, si on a payé Leontus, on va se retrouver avec un CP supplémentaire, un stratagème réduit. On est presque des Space Marines. À l'ancienne, là, les ultramarines avec Guilliman et Calgar. Ok. Et sinon, autre chose sur elle, hormis cet effet-là? C'est une combattante d'élite, donc elle a des attaques force 4, PA-1, dégâts 1 au corps à corps. Voilà. C'est un peu décevant qu'on joue à Astra Militarum, nos personnages n'ont pas beaucoup de punch. Ouais, effectivement. Puis, on lead une unité, elle a le droit de stacker 2 ordres. Là où normalement on est limité à 1 ordre par unité, elle permet d'en stacker 2. Pourquoi pas? Ok. Ah ouais, ça c'est pas mal. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, les Bullgreen et les Ogreen. Donc en gros, les Abumains. Qu'est-ce que eux ils apportent? Alors les Bullgreen, ils vont apporter justement une autre source de contre-cac et de prise de map. Parce qu'ils ils sont pas mauvais au corps à corps. Ils ont je sais plus s'ils ont 3 ou 4 attaques au corps à corps de force 7, PA-1, dégâts 2. Donc avec une attaque à 3+, si je ne m'abuse. Ça fait longtemps que je les ai plus joués, ces petits-là. Ils ont une invue à 4+, 3 PV, une réduction de dégâts de 1 et un fin no pain à 6. Donc quand on cumule tout ça, ils sont quand même difficiles à sortir. Ils vont permettre d'aller chasser une unité qui aurait pris un objectif, d'être relativement difficile à ressortir derrière. L'adversaire va nous envoyer sa prochaine unité. Par contre, ils sont maintenant relativement chers. On peut plus leur donner d'ordre avec. Il n'y a plus personne qui est capable de leur donner d'ordre dans le codex ou dans les différents détachements. On verra que c'était plus le cas avec
le détachement qui vient de sortir, ce qui lui donne justement de la valeur. Donc nos boules grids vont bouger de 6, ils vont pas pouvoir bénéficier du plus 3 move, ils vont avoir un petit peu de peine à ce niveau-là. Et vu que c'est 100 points les 3 figurines, ça se joue un petit peu moins. On en trouve encore. Il y a beaucoup de listes qui jouent 2 packs de 6, un pack de 6, un pack de 3. Moi j'en ai souvent joué 18 quand ils étaient un petit peu moins chers. Ça fait quand même bien le café. Mhm. Et derrière, on a les Ogryn, qui eux sont beaucoup moins chers. Ils vont pas bénéficier de la sauvegarde à 4+, ils ont pas un gros bouclier, ils ont pas la réduction des dégâts de 1, mais ils ont toujours le Feel No Pain. Ah, ok. Mais ça reste quand même quand on a 3 figurines, ça reste 9 PV à 6 d'endu, Feel No Pain à 6 à sortir. C'est pas évident, faut y aller quand même un tout petit peu sérieusement. Et puis, ils ont quand même une douche de tir qui permet, là, dans les premiers échanges, qu'on va tomber sur des scouts en face ou des choses qui sont pas trop forcément résistantes, de quand même régater et d'avoir une chance de les sortir. Ça va faire 6 tirs de force 5, PA-1 dégâts 2 par figurine. Avec le rapid fire, il faut que c'est le rapid fire pour avoir les 6 tirs. Donc, parfois, c'est pas dégueu. Et ils sont pas chers, en fait. Oui. Ils sont, ça fait combien? C'est 60 points l'unité de 3. Ouais, ok, effectivement. Donc c'est des unités d'ouverture qui sont quand même assez intéressantes. Ok, tip top. Ok, donc ouais, un rôle un poil différent, mais des bodies intéressants, quoi. Mhm. Et du coup, donc tu m'avais proposé aussi les Tempestus Scions, donc aussi un petit peu de l'élite là. Qu'est-ce qu'ils auraient de différent par exemple par rapport aux Kazerkin? Qu'est-ce qu'ils apportent eux? Ils apportent de la frappe en profondeur en natif. Sur les attaques, ils ont de la frappe en profondeur. Ils vont pouvoir être lead par une unité de Command Squad Tempestus. Donc on va pouvoir faire une unité de 5 Tempestus qu'on va lead avec une unité de 5 Command Squad, donc ça fait une unité totale de 10. Ils vont avoir accès à des armes spéciales, plasma, fuseur, dans les squads de commandement aussi. Vu que on va faire venir l'unité en frappe en profondeur, on aura un donneur d'ordre dans l'unité. Au moment où elle va arriver, elle va pouvoir directement donner un ordre à son unité, donc se donner un boost en direct. Et l'unité en elle-même, sa règle, c'est qu'elle va reroll les blessures de 1 et full reroll si l'unité sur laquelle elle shoot est sur un objectif. Donc on va se retrouver avec cette fiabilité qu'on a de la peine à trouver en Astra Militarum. Ils étaient beaucoup joués quand le détachement Bridgehead Strike était encore jouable. Et puis qu'il y avait cette affreuse FEP à 3 pouces. C'est ouais. C'était 6. Ah, 6, ouais, mais ça avait l'air d'être 3. Tout à fait. Mais ils avaient le plus simple pour toucher, la reroll des blesses. Hein. Ils repartaient, ils revenaient, non, c'était horrible. Maintenant, ils restent quand même intéressants. Je les ai rajoutés ici, même si on les voit moins sur les listes. Moi, j'aime bien avoir toujours un petit pack comme ça de 10. Ça coûte pas si cher. On est un petit peu en dessus de 100 points avec l'escouade de commandement. Ça permet d'aller frapper fort un endroit qu'on ne pourrait pas forcément atteindre avec le reste de son armée. Franchement, ça reste plutôt chouette. Ok, tip top. Et j'avais mis encore un pic en plus pour ça, parce que tu m'as dit que t'hésitais entre 2 trucs comme dernier pic, donc je les ai mis les 2. Toi, t'étais intéressé par les Ratlings aussi. Oui, ils sont jolis, les Ratlings. Ils sont rigolos. Ils ont même un petit chien avec. Oui. C'est une unité d'infiltration. Les Gaunt Ghost qu'on a vu juste avant, ça fait partie des seules unités qui vont pouvoir infiltrer. Donc ils vont avoir surtout un rôle d'être capable de pouvoir poser une unité de 10 infiltrateurs ou 5 infiltrateurs, on peut les jouer par 5 ou par 10, pour aller soit empêcher les scout moves d'une armée adverse très agressive comme des World Eaters, soit d'empêcher d'autres infiltrateurs de venir se poser. Derrière, ils sont pas super efficaces, ils sont très fragiles, ils ont des tirs de sniper, mais
C'est pas si puissant que ça. Par 10, il se donne accès à quelques améliorations supplémentaires, une sorte de petit canon laser, un petit bonus qui leur permet quand même de lancer des grenades, de stratagème grenade, et puis une petite reroll qu'ils vont pouvoir utiliser une fois par partie. C'est pas ça qui redore le blason de l'unité, c'est surtout en fait le fait d'avoir des bonhommes, infiltration, pour pas si cher. Mhm. Ok, alors c'est tip top. Du coup, je pense qu'on a fait le tour un peu de... Oh là là, j'ai Roulette qui a un cœur des siennes. On a fait un peu le tour des datasheets. Du coup, maintenant, on va regarder ça un peu sous forme de liste. En commençant de nouveau par le Recon. Voilà une première liste que tu m'avais donnée. Donc, en gros, quelle est l'idée derrière cette liste? Comment ça fonctionne? Alors, Recon. Ça, c'est la liste qui a gagné le LVO il n'y a pas si longtemps. Mhm. Donc, ça peut performer, le Recon. On voit qu'il y a la triplette de Cadian Castellan, Cadian Command Squad, plus les Cadian troupes. Mhm. On va pouvoir aller mettre sur les objectifs. Les stratagèmes qu'on va pouvoir utiliser avec la Recon, on a un React Move, on a un stratagème qui va enlever qui va enlever 2 à nos jets de charge. Donc on va avoir des unités qui sont assez difficiles à les impacter. Et puis on va avoir autrement derrière toute la clique de lignes des Catachans, des Death Corps. Quand on lit la liste, on se demande comment il arrive à avoir des létalités. Et ben, le secret, c'est qu'il n'en a pas de létalité. Il a beaucoup de peine à sortir beaucoup de figurines, mais il va tellement prendre la table, il va tellement submerger son adversaire. Il faut pas sous-estimer qu'il va lancer beaucoup de dés, donc il va quand même avoir sortir quelques petites unités clés. Donc c'est ça, c'est de la horde, c'est vraiment vraiment de la horde. Il faut avoir un game plan dès le départ. Hein. Parce que pour ceux qui jouent des listes qui ont beaucoup de figurines en tournoi, c'est long à bouger. Oui. Pour savoir ce qu'on fait, si on commence à hésiter à chaque fois qu'on bouge une unité, on s'en sort pas. Ouais. Donc il faut avoir quelqu'un qui, quand il joue cette liste-là, qui va être en capacité de vite savoir ce qu'il doit faire. Mhm. Si il fait pas vite ce qu'il doit faire, il va se retrouver dès le tour 3 à plus avoir beaucoup de temps et à plus pouvoir prendre les quelques minutes qu'il doit prendre pour réfléchir les points clés de son tour. Ouais, ouais. Effectivement, c'est vrai que ça, c'est un problème qu'on a des fois un peu tendance à oublier, mais c'est la vitesse à laquelle on va pouvoir jouer son armée, surtout quand on commence à faire des tournois, c'est quelque chose qui est assez important aussi. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont regardé la game de cet après-midi, on a joué à une vitesse qui n'aurait pas joué pour un tournoi, parce qu'on a bien pris le temps, on a même un peu rollback certains trucs pour vérifier, et ça, tu peux pas en tournoi, il faut être rodé, il faut avoir des reps un petit peu. Ok. Oui. Surtout qu'on a poussé autant de figurines. Ah, comment tu dis, Surtout qu'on doit pousser autant de figurines. Oui, bah là, oui, il y a... Pour nous, on a le temps de la réflexion. Si on joue des listes comme celle-ci, on l'a beaucoup moins. Ok. Alors, je peux passer à la suivante ou bien tu veux dire encore quelque chose sur celle-là? Oui. Ok. Pour tout dire, Recon, j'ai jamais moi-même joué, donc j'ai une expertise qui est peut-être un peu moins poussée. Mais... Ok, ça marche, ouais. Donc du coup, là, on a une liste Hammer. Donc, il y a une triplette de Rogaldorn Commander. C'est pour ça qu'ils sont sous caractère, Voilà. s'il y en a qui se demandent. Avec chacun un enhancement, je sais pas ce qu'ils font. Et des trucs, 2 éléments Ross et aussi un peu de tout, le reste. Donc du coup, est-ce que tu arrives juste au moins à dire pour les enhancements et puis en gros, comment fonctionne la liste? Oui. Alors du coup, le premier, le Calm Under Fire va permettre en fait de pouvoir donner un peu plus d'ordre. Mm-hmm. Donc ça, c'est toujours intéressant vu qu'on va avoir beaucoup d'ordre à donner. Le Indomitable Steed, ça va être un Phinopenasis. Ah. Donc sur un gros comme le Regaldorn, c'est quand même plutôt intéressant. Ça va vite rajouter beaucoup de PV à devoir sortir en plus. Et puis le dernier, c'est une reroll des touches. Ok. Dit chaque fois qu'on peut avoir un fiabilisateur c'est pas Astra, on le prend, il y en a pas beaucoup.
Ok. Qui joue un Tech Priest, il pourrait en jouer 2, puis il reste sur un seul. Ça va lui permettre de pouvoir lancer un par un ses véhicules, ceux qui seront le plus sous le feu ennemi, et d'avoir plus de chances de les faire survivre, ou en tout cas de demander à l'adversaire de mettre plus de ressources dessus pour les sortir. Une unité de catachant, donc ça c'est pour faire les premiers secondaires, aller prendre la map, faire des screens de unités sacrifiables qui a quand même un minimum de mouvement. Il a 3 Taurox. Donc quand on voit des Taurox dans une liste Astra Militarum, on cherche les unités scouts. Donc on voit qu'il y a les Catachans qui scoutent. Il y aura plus tard dans la liste des Kasserkin et des Kree Engineers qu'on n'a pas regardé en détail. Ces 3 unités-là vont scouter, donc vont pouvoir rentrer dans les Taurox et dès le départ prendre de la table. Les Kree, pour les présenter vite fait, c'est des Kasserkin, un petit peu moins bons, c'est des unités de 5, moins d'armes spéciales, et qui ont une mine, elle aussi, qui est un petit peu plus forte, mais un petit peu moins fiable. On a tendance à un peu moins les jouer, on leur préfère les Kasserkin. Mais ça vaut moins de points, donc j'imagine c'est pour ça qu'à la fin, il a dû sortir plutôt les Kree plutôt que les Kasserkin. Ah oui, là on est à 2000 tourons. Ouais. Et autrement derrière, il a des unités tech pour aller prendre la table, donner des bonus aux autres, à tous les Rogaldorn de la liste. Donc la Eule Hellhound qui va permettre de pouvoir donner le Ignore Cover au Rogaldorn. Là on voit pas le détail, je sais pas s'il l'a équipé en Alter lourd ou bien en slam, lui. Quel choix il a fait? Je pourrais checker, je sais pas si j'ai le détail. C'est la liste Hammer, celle-là. Hellhound, il a mis Heavy Flamer. Inferno Canon, Heavy Flamer. Ouais. D'accord, lui de la famille Heavy Flamer. 2 Lehman Russe Von Kischer. Ça va faire des body Lehman Russe pour pas cher, qui vont pouvoir être sacrifiables au début, avec la 4+1 vue potentiellement du Tech Priest, qui vont être quand même très difficiles à sortir, et qui vont quand même canarder un minimum avec les armes de sponsor, le gros shoot de canon. Ça, c'est une façon d'utiliser ces Von Kischer. Des Ratling, une petite unité d'infiltrateur. La Scout Sentinelle, encore une unité soit sacrifiable, soit pour donner la reroll des touches des 1 pour les Rogaldorn. Donc on va essayer un maximum de profiter de sa reroll, puis après, à un moment clé, on va aller le sacrifier pour faire un objet, pour faire un screen, pour faire quelque chose. La petite surprise, c'est le Basilisque. Ouais. C'est du tir sans ligne de vue. L'Astra Militarum est une armée qu'on a beaucoup de tirs sans ligne de vue. Ça se jouait beaucoup à l'époque, et puis le tir sans ligne de vue s'est pris une baffe sur baffe, et puis maintenant c'est beaucoup trop cher pour ce que ça fait. C'est difficilement fiable. Le Basilisque a une règle qui est intéressante, c'est qu'il va enlever du mouvement et de la charge à l'unité qu'il a ciblée. Donc pour une armée qui a pas tant de screen que ça, on voit que dans sa liste il est pauvre en screen, être capable de pouvoir ralentir une armée, une unité d'agression, ça peut être intéressant. Je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il joue la Basilisque. Ouais. Typiquement un pack de 20 World Eaters, s'ils peuvent prendre un petit peu leur temps, ça te dérange pas avec une liste comme ça, je pense. On est bien d'accord. Tu leur fais prendre un tour, c'est bon, tu l'as rentabilisé ta Basilisque. Ouais. Ok, autre chose sur cette liste ? Sur les unités en elles-mêmes, non. Après, ça va se jouer comme on expliquait au début, avec des chars qui vont avoir quand même de la projection, qui vont pouvoir traverser les murs. Ça surprend souvent l'adversaire, permet d'aller choper des lignes de vue que l'adversaire n'avait pas prévues. De la tankiness, avec le Tech Priest, et puis avec des stratagèmes qui vont permettre de donner encore plus de tankiness à nos véhicules. On est vraiment sur du classique Hammer of the Emperor, là. Ok, tip top. Bah alors on va passer sur la dernière. La liste en Combined Arms. Donc là, effectivement, on va retrouver un peu de tout. Comment ça marche? Qu'est-ce que tu as à nous dire sur celle-ci de liste? Là, si on regarde un petit peu ce qu'il a la fameuse Cadian Command Squad avec une Cadian Troops dans laquelle il pourra au besoin mettre Ursula Creed pour avoir justement cette unité qui va permettre de donner beaucoup d'ordre dans un rayon de 24.
Euh, Toujours les Regaldorn Commander. Il a fait le choix d'avoir un petit peu moins de chars, mais des chars de qualité. Avec Mhm. deux Regaldorn, mais pas de Lehman Russe. Jouer des Lehman Russe Commander et des Lehman Russe, c'est aussi Alors, il y a une option de table. il y a les Lehman russes, mais non commandeurs. Oui, il y a deux Von Kischer. Ouais, C'est aussi les Von Kischer sont un petit peu sont un petit peu à jeter entre guillemets en avant, étonnamment. ouais. Il a un peu plus de cordon et de projection d'unités tech. Il a deux unités de Katachan, deux unités de Kasserkin avec deux chimères, donc il pourra un petit peu tech comme il veut, mettre une Katachan, unité de Katachan dans une chimère, unité de Kasserkin, double Kasserkin, suivant les besoins. Si il sait qu'il va alors très vite devoir screener puis sacrifier une unité, bah, c'est une unité de Katachan qui va être dedans au début, comme il a besoin. Unité de Bull Green Squad qui vont justement avoir aussi une fonction de pouvoir être une enclume, de pouvoir d'obliger l'adversaire à s'en occuper et de mettre quelque chose de sérieux dessus pour pouvoir s'en débarrasser, parce qu'ils sont quand même pas faciles à sortir, et puis si on fait comme s'ils n'étaient pas là, mais ils tapent quand même relativement fort. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Mhm. Et puis le classique Hellhound pour avoir quand même un petit boost sur notre PA, là, le ignore cover du Hellhound. C'est un lance-flamme, hein, je ne l'ai pas précisé, mais pour Mhm. faire des Overwatch, c'est quand même très pratique contre des armées d'Eldar ou de petites figurines comme ça qui meurent assez facilement. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, il doit avoir une mode, hein, parce que on voit qu'il joue aussi deux Lehman Russe Von Kischer. On voit qu'il n'y a pas beaucoup il y a encore quelques mois. Et les Lehman Russes les moins chers, 145 points. Là où le Demolisher est 190 points, ça fait quand même une Ça fait une grosse différence. sacrée Ouais. différence. Ouais. Et puis, bah, il a quand même toutes ses armes de sponsor, son tir anti-char. Donc là, ça va être une façon de jouer assez classique de l'Astra Militarum. On va aller prendre le milieu de table. On va pas souvent passer le milieu de table. On n'est pas là pour aller mettre des touchdowns dans la Oui. zone de déploiement adverse. Tout ce qui dépasse, on canarde. Et si on se fait agresser en face, et ben on va jouer un maximum pour être en capacité de retenir l'agression, de canaliser l'agression sur des couloirs de tir. Mhm. Ok, tip top. Du coup, on aura fait le tour des détachements, des listes d'armées. Qu'est-ce que tu as à nous dire justement en conclusion concernant la place de cette armée dans la méta actuelle? Alors, actuellement, vu que la méta est en transition, en fin de transition entre le moment où tout le monde devait détruire des gros robots et où maintenant ils sont plus en retrait, on voit moins d'armes anti-char, bah, ça change pas mal pour l'Astra. Parce que à part le détachement Recon qui va être full infanterie, l'Astra Militarum a des chars et veut pouvoir en profiter. Donc si la méta est orientée anti-char, Militarum va quand même avoir un peu de peine à, à pouvoir performer facilement. Mhm. Maintenant, ça reste une armée qui est très polyvalente. Elle fait beaucoup de choses. Elle le fait de façon, je vais pas dire médiocre, ce serait un petit peu beaucoup, mais pas très qualitative, mais avec la redondance. On voit qu'une armée de Hammer of the Emperor a 3 Rogaldorn. Mhm. Et les armées de Recon ont je ne sais combien de figurines à envoyer en avant. Nos sacrifiables de One Punch comme des Kasserkin, on a souvent 2 voire 3 derrière. Donc on a du roulement. Il faut longtemps pour pouvoir sortir toutes les figurines d'une armée Astra. Donc ça reste quand même jouable dans un peu toutes les méta. Je pense que ça va revenir maintenant gentiment parce que les armes anti-chars sont gentiment en train de se mettre un peu plus en retrait. Et on verra qu'avec le nouveau détachement, il y a de fortes chances que ça revienne même peut-être assez fort. On en parlera de celui-là.
Et du coup, comment tu verrais le positionnement d'une liste Astra en team? Quel rôle tu vas essayer d'aller chercher? Et du coup, qu'est-ce que tu auras comme bon ou mauvais match-up en fonction de ce rôle? Alors, le rôle classique d'une armée Astra, ça va être d'aller choper les tables ouvertes, les tables de tir que beaucoup d'armées n'ont pas envie de prendre. On a des figurines qui s'épanouissent sur des tables ouvertes. On a des sacrifiables en quantité. C'est pas un problème. On va en avoir toute la partie. Au 4e tour, il faut sacrifier notre L1, on le sacrifiera. L'armée adverse, on aura sûrement plus beaucoup arrivé au 4e tour. Donc, elle va être là pour un petit peu sécuriser et bétonner ce genre de table. On a vu en l'équipe de France, pour pas la nommer, en WTC, sortir justement le Recon Mhm. pour, avec une matrice et un rôle qui, pour parler franchement, échappe un tout petit peu. Je voudrais pas dire des bêtises. Ça va être, on peut un petit peu dire 2-3 mots puis un petit peu s'engager dessus. C'est quand même une armée de masse. Mhm. On se rend bien compte que dès qu'on va tomber sur de l'élite qui a peu de figurines, ou dès qu'on va tomber sur des armées qui vont pas lancer beaucoup de dés, qui vont lancer beaucoup d'attaques, qui vont avoir de la peine à sortir beaucoup de figurines à chaque tour, ben, c'est des armées qui vont se faire plaisir parce qu'elles vont pouvoir avancer efficacement avec des stage points, puis gentiment même charger pour se sacrifier, charger dans des IK, screen toute la map, et puis arriver au 4e tour, quand enfin l'armée adverse aura arrivé à sortir toutes les figurines, puis verra le jour, eh ben, ce sera déjà fini la partie. Mhm. Donc on peut visualiser un petit peu à quoi ça sert. J'aurais plus de peine à te donner une matrice, un rôle précis Oui. pour ce genre de. Par contre, si on reste sur des combinades et puis des Hammer of the Emperor, on va avoir de la peine contre toutes les armées qui vont avoir du gros anti-char Oui. à distance. Ça va poser beaucoup de problèmes. Ils vont être capables de sortir nos gros chars. Et même si on a beaucoup de redondance sur nos entrées, bah, vu que c'est pas très efficace, on doit souvent croiser le tir de plusieurs de nos unités pour en sortir une. Donc au début, quand on joue à Stramitarum, on a l'impression d'avoir beaucoup de trucs puis qu'on s'essouffle pas, mais en fait c'est faux. Quand on commence à perdre nos unités au début, on a toujours de la présence sur table et il nous manque du momentum au niveau de la létalité. Et gentiment on s'éteint en fait. Mhm. Donc si l'armée de base est capable de sortir nos grosses pièces assez vite, eh ben, on va s'éteindre trop vite pour pouvoir tenir le match de la létalité en fait. Les autres armées qui vont nous poser problème, ça va être les armées de pure agression. On a beau avoir des screens, on a beau avoir beaucoup d'unités sacrifiables, si en face on n'est pas, il a eu une table correcte, on va quand même avoir de la peine à s'en sortir. Parce que nos screens vont sauter relativement vite, et parce que surtout dès qu'on est cliqué, dès qu'on est compressé chez nous, la Stramitarum se meurt. Ils n'ont quasiment aucun désengage tir. Désengage charge, ils n'en ont pas besoin, mais de toute façon, ils en ont pas. Et s'ils doivent commencer à ne pas pouvoir bouger, à devoir tirer sur ce qui est engagé avec ces gros chars, les unités de contre-CAC vont avoir de la peine à gérer 2, 3, 4 unités d'agression en face. On va gentiment se mourir. Donc ça, on va pas non plus aimer les armées World Eater, typiquement, on va avoir de la peine. Donc, ça va être une armée qui va vouloir sa table, et puis qui va éviter certains match-up relativement précis, mais qui va s'épanouir sur le reste. Donc, en solo, pour faire la petite aparté solo, bah, c'est peut-être un petit peu plus difficile d'amener une armée Astra Militarum en solo, parce qu'il y a un moment dans le tournoi, on va avoir un scénario qui nous convient pas. On va tomber sur une armée qui va pas nous convenir pour avoir de la peine à aller jusqu'au bout. On voit qu'il y en a qui arrivent, hein, donc c'est parfaitement faisable. Et en team, alors là, il va avoir un peu plus de facilité à s'épanouir, parce que dans le pairing, on va pouvoir lui donner sa table, on va pouvoir lui éviter ces gros match-ups qui l'embêtent. Ok. Parfait.
du coup, est-ce que t'as encore un petit truc à dire là-dessus ou on peut passer à la limite au... Ouais, j'ai mis les questions à la fin parce qu'on va quand même venir sur ce détachement spécial là. Euh, On va avancer parce qu'on est déjà Oui, une oui. heure là. Bon, je savais qu'il mettrait un tout petit peu plus long vu qu'on a un petit peu plus de parties dessus. Parce que là, cette partie-là qu'on va faire justement, elle est vraiment... je l'ai ajoutée à la DER parce que, en gros, j'avais déjà commencé à faire cet épisode au moment où ce petit détachement est sorti du Diable Vauvert. Et il a l'air de faire très peur. Donc, alors, en gros, comment résumer ce nouveau détachement? Mobilisation. On va obtenir cette fiabilité justement qu'on a de la peine à obtenir avec les autres détachements. Donc la base du détachement, c'est qu'on va pouvoir lancer un ordre de plus avec chacun de nos officiers. Mhm. C'est toujours appréciable. Et surtout, toutes les unités qui sont au bénéfice d'un ordre vont recevoir un bonus supplémentaire, à savoir les rerolls des 1 sur la touche. Mhm. Ça, c'est déjà génial. Oui. Et en plus, la reroll des 1 à la wound, c'est l'unité sur laquelle on tire et sur un objet. Et là, ça devient franchement fantastique. Oui. C'est vrai que ça correspond à peu près à la désignation des stealths que les taux ont. Et généralement, avec les taux, on va jusqu'à payer ces 110 points absolument horribles juste pour exactement cette règle. Donc du coup, Voilà. je me rends bien compte que ça va être violent. Du coup, on peut passer, je pense, sur les... Parce que la règle ensemble n'est pas trop dure à comprendre, c'est juste un gigantesque fiabilisateur. Les enhancements qu'il y a à choix, bah, tu peux les prendre dans l'ordre et puis... Ils sont plutôt chouettes aussi, on verra Oui. que les stratagèmes à la fin sont vraiment sympas aussi. Donc les announcements, on en a 4, on en a 3 qui sont vraiment cool. Là, le premier, celui qu'on va pouvoir donner à un commissaire et qui va permettre de pouvoir redonner enfin des ordres aux Ogreen et aux Bullgreen. C'est ce que va permettre cet announcement. Il permet aussi, tu l'as pas noté, mais je pense que c'est anecdotique, au commissaire qui a cet announcement de lead une unité de Bullgreen. Mais je pense pas qu'on a envie d'envoyer comme Oui, ça. j'ai marqué peut rejoindre les Ogreen et leur donner des ordres. Ah, voilà, Oui. j'ai lu juste la fin de la phrase. Et ils ont bien écrit le truc en fait, parce qu'on pourrait se dire ah mais qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est trop fort, ils vont de nouveau avoir les plus 3 de move, les ball green et tout ça. Il faut savoir que les commissaires ne peuvent pas donner tous les ordres du panel d'ordre qu'on a le droit de donner. Ils ont le droit de donner que le plus 1 pour toucher au corps à corps. Donc c'est bon, on a l'ordre qu'on peut donner au bull green. Ouais. Et le plus 1 bossé, plus 1 leadership. Les deux sont très bons. Il n'y a pas le plus 3 move, mais n'empêche, ça permet de donner le plus 1 pour toucher et que les bull green aient accès à la reroll des 1 touche et potentiellement reroll des 1 bless. Ah oui, ça... Donc ça va donner un peu de couleur au bull green, mais sans de nouveau leur donner ce plus 3 move qui était vraiment très fort. Ouais, ok. Sûrement trop fort d'ailleurs. Yes. Donc ça c'est très... Le suivant, c'est celui qui va donner de la PA supplémentaire. Donc en fait, on va pouvoir le donner à nos officiers qui, quand il va donner un ordre, va avoir accès à un ordre supplémentaire. Ça déjà, je trouve super sympa. Comme écriture, on verra que le prochain, c'est le même système. Et cet ordre-là, en fait, va faire que quand l'unité tire sur une unité qui a 12 ou moins, il rajoutera plus 1 de PA à ses armes. Donc franchement, très sympa. On a vu que un petit bonus de PA en Astra, on dit pas non. Le suivant, faut se méfier, si je dis pas de bêtises, si ça n'a pas encore été corrigé, c'est pas spécifié qu'on peut le donner qu'à un officier d'infanterie. Alors, de ce que j'ai vu, c'était officier d'infanterie uniquement. Mais c'est ça, c'est tout à fait, c'est juste. Hein. C'est juste. En français, c'est pas marqué infanterie, si je dis pas de bêtises. Alors moi, je l'ai pris en anglais, ouais. Ouais, bah c'est parfait. Ouais. Parce que ça va permettre en fait d'accéder à un autre ordre qu'on peut donner avec cet officier-là, qui donne le stealth à l'unité. Donc sur des chars, ça aurait été vraiment très fort. Oui. Mais vu qu'il n'existe pas d'officier infanterie à qui on pourrait donner cet announcement qui peut donner des ordres aux chars, bah, on n'arrivera jamais à avoir des chars sous stealth. Maintenant, ça peut être quand même intéressant si on part sur des gros packs de 20 lignes, Casseur King qui vont rip-up, qui auraient encore un petit -1 pour être touché. Ça peut être chouette. Et puis, le dernier derrière, alors c'est celui qui va augmenter la portée d'ordre.
J'ai pas compris celui-ci parce que les chars ont déjà une portée d'ordre à 12 et on va souvent avoir ce fameux petit combo de la Ouais. ligne, l'escouade de commandement, puis un donneur d'ordre qui va donner ses ordres à 24. Du coup, de toute façon, on peut en jouer que 3, donc Ouais. je pense Donc que tant mieux. pourra pas. Ok. Très bien. Et du coup, pour aller avec tout ça, il y aura des stratagèmes. Je me suis pas fait chier. J'ai pris un screenshot de tous les stratagèmes. Alors déjà, est-ce que toi, il y en a qui t'ont tapé dans l'œil en particulier là-dedans? Franchement, ils sont tous bons. Ok. C'est ça qui est intéressant. On va pas faire des dingueries de react move dans tous les sens, mais ils sont tous très bien. Donc pour aller relativement vite, on en a un qui va permettre au début d'une phase de pouvoir donner un ordre. Ça c'est très bien, ça permet de changer d'ordre. On avait donné un ordre de bouge au début de la phase de tir, paf, on donne un ordre de tir. On a quand même une unité qui a bougé vite, qui va pouvoir tirer. Au début de la phase de commandement adverse, on va pouvoir donner le +1 dossé à une de nos unités, ce qui va permettre de contester du primaire. C'est aussi très bon. Le suivant, je lis sur ton, Oui. sur ton print screen et j'ai. No c'est lequel, retreat. c'est celui qui va permettre de pouvoir faire du sticky objectif. Donc Oui. il faut avoir une unité qui est sous l'ordre Duty Honor, c'est celui qui permet de donner le leadership supplémentaire et l'objectif contrôle supplémentaire. Donc celui que le commissaire peut donner par exemple, et faire que à notre command phase, notre objectif soit sticky. Et vu que le séquencement c'est je donne les ordres et ensuite à la command phase je peux utiliser ce stratagème là, c'est bien écrit, ça va bien se passer. Mhm. Le suivant, ça permet d'ignorer le couvert. Donc voilà, ça pour un PC, ignorer le couvert, c'est toujours très bon. Ouais, c'est presque un +1 de PA, ouais, et c'est limité à rien du tout. Voilà, donc ça fait plaisir. Le prochain, c'est celui qui aussi... On va être sous un ordre pour pouvoir en profiter de celui-ci. Et on va pouvoir obtenir le Lethalite si on tire sur une unité qui est sur un objectif. Ouais. Donc là aussi, c'est un peu plus difficile à mettre en place, mais franchement, c'est pas trop galère. Et la Lethalite, c'est toujours génial, quoi. Franchement, ça fait super plaisir. Le suivant, il faut être sous l'ordre de first rank, celui qui permet d'avoir le tir rapide. Une attaque exactement sur les armes en tir rapide. Ouais. Pour ceux qui se disent que c'est nul parce qu'on a que des fusils laser, non, on a quand même des fusils plasma qui sont là en tir rapide. Donc c'est chouette comme ordre. Et le stratagème en lui-même va permettre d'augmenter la force de nos armes. Oui. Donc ça veut dire que nos petits casseurs-kin, nos petits Tempestus qui ont des fusils laser élite, on va dire, mais qui n'est que force 4 vont pouvoir passer force 4. On va se retrouver avec justement des lances plasma qui vont être en force 9, qui permettent d'atteindre certains paliers qui sont quand même intéressants. C'est pas le plus fort, mais ça reste chouette. Mhm. Et puis le dernier, eh bien c'est une armure du mépris. Voilà. Ça, c'est pas mal, hein. Sur les Rogaldorn, là, tous ces chars en 2+, ça fait peur, hein. Ça fait terriblement plaisir. Hein. Ceux qui ont joué contre du Votan avec leur forteresse, qui avait des sauvegardes à 2+, et qui avaient aussi une armure de mépris, savent ce que ça fait. C'est franchement difficile de sortir un véhicule qui est à couvert et qui a encore nos armes qui ont la PA qui est réduite. On va se retrouver avec des Lehman russes qui vont sauver à 3, voire à 4. Non, c'est très fort. Donc un détachement qui est pas très subtil, va-t-on dire, hein, mais qui donne des outils qui sont franchement très très efficaces. La fiabilisation, ça donne toutes les armes que l'Astra Militarum n'avait pas. J'ai pas l'impression que ce soit trop pété non plus. Ok. Je sais pas ce que t'en penses, je pense que... Alors, c'est marrant, mais moi, je mets énormément ça en parallèle avec le détachement souterrain des tyrannides, parce que les tyrannides, il manquait quoi? Il manquait de fiabilité et de capacité à projeter les gros monstres qui ont des gros socles qui bougent que de 8, et qu'est-ce qu'ils avaient donné? Un détachement qui avait une reroll D1, et qui avait un moyen de projeter tes gros socles, et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont fait un peu. L'Astra, ça manque de quoi? Ça manque de fiabilité et de PA, et du coup, tu as un détachement qui te donne de la fiabilité, de l'ignore cover, éventuellement, la PA, tu peux l'avoir par les chars aussi, mais tu peux avoir de la force sur tes armes.
des létales aussi, donc vraiment de l'attrition. Et au passage, ils t'ont slappé une petite Armor of Contempt, parce que franchement, pourquoi pas. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu un détachement où tu pourras jouer n'importe quoi dedans. Alors ça tout à fait, en effet, on va pas être dirigé sur certaines datasheets. Avec l'armure du canton, on va avoir envie de jouer des gros chars en sauvegarde à 2+. On pourra sortir nos unités d'élite avec ton fusil laser à force 3 qui passe en force 4. Mais oui, en effet, on va pouvoir jouer un petit peu ce qu'on veut. On va Et pouvoir note jouer des armes. que, arrête-moi si je me trompe, mais l'Armor of Contempt, hein, on va l'appeler comme ça, il est pas limité aux chars. Non, 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 non. On a moins envie d'utiliser sur l'infanterie, mais n'empêche. Du Bullgreen? On a un outil là supplémentaire. Alors, les Bullgreen, ils ont un 4+, invulnérable, et ils ont une sauvegarde d'armure, je crois, qui est de 4+ aussi. Ah ouais, ok, donc ils en bénéficient. Là, t'arrives à sauvegarder à 3+ de souvenirs avec Ok, les d'accord. Bullgreen. Ok. Il n'y a pas d'unité d'infanterie en 2+ dans l'Astra, ou bien? Non, justement. Ok, d'accord, ouais. Toute Ok, l'infanterie de ligne est à 5+, l'élite est à 4+. C'est un Ok. petit peu le marqueur de base. ok. Très bien. Bon, mais en tout cas, ouais, ça m'a l'air très prometteur, ce détachement. Ah oui. Je vais tester ça au plus vite, parce que ça a l'air très sympa. Et puis pouvoir redonner des ordres sur ces Bullgreen, là, comme on a vu avec Oui. l'announcement. Franchement, ça donne envie de ressortir ces unités-là, très sympa. Alors, du coup, maintenant qu'on a ces nouvelles informations, on va pouvoir passer à la partie questions. Donc, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Moi, je vais déjà aller chercher celles qui viennent d'Instagram. Parce qu'il y a des gens qui parlent sur Instagram, c'est eux qui ont demandé un épisode Astra. Et ils m'ont lâché aussi quelques questions. Alors, pop. Attends voir. Hop, voilà, elles sont là. Donc, si je les prends dans l'ordre, j'avais une question. Voilà. Si tu joues de l'artillerie, quelle artillerie prendre, vu que justement tu disais qu'il y a beaucoup d'artillerie en Astra? Alors, je pense qu'il y a encore 2 choses qui sont jouables en artillerie. Ça va être la toute petite artillerie, les mortiers, les unités d'armes lourdes en mortier, vont permettre pour pas cher d'avoir des unités qui screenent la backline et qui vont quand même apporter un petit peu de tir pour tuer les unités fragiles de l'adversaire. Donc ça peut avoir d'intérêt. Ou le basilisque, qui va avoir un tir qui est pas dégueulasse, qui va quand même faire un peu de dégâts, mais qui a l'habilité surtout de réduire le mouvement et la charge d'une unité. En fait, les unités sans ligne de vue, il n'y a plus rien qui va comboter avec. On est limité à toucher à 4 sans aucun bonus. Il y aura toujours le couvert en face. Enfin, on a de la peine en fait à obtenir une létalité intéressante pour le coût de ces unités-là. Parce qu'avant de changer les règles, ils ont monté le coût des unités qui tiraient sans ligne de vue. Ensuite, ils ont changé les règles, mais ils n'ont jamais redescendu le coût de ces unités. Donc elles sont chères et peu efficaces. Donc il faut surtout aller chercher les règles intéressantes. Les règles intéressantes, c'est le basilisque. Et à la limite, les mortiers, qui, comme je disais, vont pouvoir faire un appui-feu intéressant. Ok, tip top. Après, j'avais une question. Est-ce que c'est envisageable une liste compétitive ou semi-compétitive avec une Valkyrie, voire 2? Alors, non. Compétitive, non. Semi-compétitive, je sais pas ce qu'on entend par semi-compétitif, mais oui, forcément. Si on affine le gameplay de ces figurines-là, on va peut-être pouvoir en sortir quelque chose de bien. Maintenant, c'est cher. La tankiness reste intéressante de souvenir. C'est un volant avec 10 d'endurance et une sauvegarde à 2+. Ah, c'est pas dégueulasse, mais n'empêche. Ça sort facilement, ça ne tire pas fort. On peut utiliser la règle de la Valkyrie pour déposer des figurines sur le trajet, à la fin du trajet, ce qui permet de pouvoir amener, par exemple, des casseurs-kin pour aller tirer sur ce qu'on veut. On peut le faire avec des Tempestus, donc je vois pas trop. À la limite, on peut déposer 3 Ogreen de souvenirs. Je crois qu'on a la capacité de transport pour 3 Ogreen ou 3 Bullgreen qui vont pouvoir aller charger.
Franchement, on est plus dans l'ordre du sympa que vraiment de l'efficace. Ok, très bien. Ça reste Après, bon, il y a une question qu'on avait vaguement répondu, c'était le Rogaldorn est-il vraiment mieux que le Léman russe? Alors oui, forcément, il est mieux, mais il est plus cher. Donc, au niveau coût en point, rapport coût en point, je pense que le Rogaldorn est quand même meilleur. Parce qu'il a ses rerolls fiabilisateurs qui vont être intéressantes. Maintenant, si on le joue dans le nouveau détachement, peut-être qu'on aura envie de passer plutôt sur des Lehman russes parce qu'on n'aura pas besoin de ces fiabilisateurs. Oui. Et puis, il va obtenir un équipement, des armes qui sont vraiment chouettes avec du dégât 3. Donc, un petit plus quand même pour le Rogaldorn Commander. Ok. Après, j'avais une question à propos du Baneblade. La question c'était est-ce que le châssis Baneblade vaut la peine? Ou on peut tourner ça en. Est-ce que tu aurais moyen de jouer le Baneblade? Alors, si on veut jouer Baneblade, il faut le jouer en Hammer of the Emperor. Déjà, il faut jouer Leontius, parce qu'il faut être capable de lui donner un ordre pour avoir le plus 3 moves. Voilà, c'est un peu tout ce que je vais pouvoir apporter, parce que, en fait, au final, c'était pas jouable en compétitif, ce genre de figurine, c'est bien dommage. C'est beaucoup trop difficile à déplacer, c'est beaucoup trop lisible par l'adversaire, ce qu'on va pouvoir faire avec. Il va avoir beaucoup trop de possibilités de pouvoir nous screen, de pouvoir nous engager au corps à corps, encore plus avec l'Astra. Donc, si on veut en jouer un, on le joue en Hammer of the Emperor. Et puis, si on veut jouer compétitif, on le laisse dans la vitrine. Ouais. Ok, alors ça c'était tout pour les questions d'Instagram. Donc du coup, on va passer sur la fin. Donc déjà merci à tous ceux qui ont suivi l'épisode de venir et de participer. Moi je vous annonce déjà le prochain épisode qui sera le 18 du 12 et ça va être un épisode un peu spécial. J'ai pas envie de trop vous en dire pour le moment parce qu'il y a encore plein de trucs qui sont pas calés, mais je vais communiquer ça dès que j'ai les infos sur ma page Instagram Tarkus_RPG. J'essaierai de mettre les infos un peu partout, mais c'est un épisode qu'on va essayer de faire le plus participatif possible, un peu plus fun, un peu plus léger, vraiment genre sur ce qu'on va faire. Et si tout se passe bien, il y aura des trucs à gagner, mais ça, j'attends que ce soit confirmé. Sinon, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube @TarkusRPG, ça vous permet d'avoir les replays des vidéos, juste le temps que je les extrais, que je les mette en forme et que je les poste là-bas dessus. Et sinon, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Twitch, faites-le parce qu'on va en faire encore quelques-uns de ces épisodes. Moi, Raph, je te remercie d'avoir participé à l'épisode. Merci à tout le monde de nous avoir écouté. Et oui, et puis du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.